Fenichka de Lou Andrea Salomé, lu par Anna Mouglalis. Fénia, dit-il à mi-voix, qu'as-tu? Qu'est-il arrivé? Y a-t-il une mauvaise nouvelle dans cette lettre? Il se dit en un éclair, il est mort ou infidèle, et il ne pouvait comprendre lui-même ce qu'il ressentait à cette pensée. Non, non, fit-elle en hâte, il est seulement... Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Ne puis-je savoir? Non, naturellement pas si tu ne veux pas. Mais si, pourquoi pas? C'est que... Elle s'arrêta et ajouta enfin à voix basse, presque timidement. Il veut que nous nous marions. Vous marier? Il poussa une exclamation consternée. Tout aussitôt, il remarqua lui-même. Eh oui, mon Dieu! Et pourquoi pas? C'est quand même bien naturel. N'as-tu pas pensé toi-même à cette fin? Moi? Non, Cela paraissait pour des raisons extérieures tellement impossibles. Je veux dire, cela n'allait pas, si bien que l'on ne pouvait pas y penser. On n'avait pas besoin d'y penser, fit-elle, toujours aussi troublée et timide, comme oppressée. Bon, et maintenant? Il a trouvé un emploi dans le sud, que sais-je? Je ne sais pas, je suis dans un état affreux, dit-elle désemparée, et on aurait dit qu'elle allait fondre en larmes. Max Werner tourna dans une petite rue adjacente où il serait à l'abri de la foule qui se pressait sur la perspective Nevsky. Seuls quelques enfants jouaient à faire des glissades en criant sur une bande de glace dégagée de la neige le long de la chaussée. Mais Fenichka, quand nous étions à la campagne lors du mariage de ma sœur, tu étais pleine d'idées tellement épouvantables sur le mariage, dit Max Werner d'un ton apaisant. Ne veux-tu donc pas... Elle s'arrêta et le regarda de ses grands yeux clairs, toujours si ouverts sur son âme. Ai-je jamais eu l'air durant tout ce temps de vouloir me marier? Non, certainement pas, avoua-t-il, mais cela devait finalement... Et comment l'aurais-je voulu? L'interrompit-elle. Dis-moi, est-ce que l'un d'entre vous le voudrait, un jeune homme par exemple, qui a consacré toute sa jeunesse à lutter pour devenir libre et indépendant, qui se voit juste devant son but, sur le seuil, et qui pour cela précisément s'est pris d'amour pour la vie, à cause de son métier, à cause de sa responsabilité et de son indépendance? Non, je ne peux absolument pas prendre comme but dans ma vie foyer, famille, ménage, enfant. Tout cela m'est étranger, étranger, étranger. Mais ce n'est peut-être que maintenant, seulement dans cette période de ma vie, qu'en sais-je? Peut-être en suis-je réellement incapable. L'amour et le mariage ne sont pas la même chose. La femme de 30 ans, de Honoré de Balzac, lu par Ariane Ascaride. Eh bien, madame la marquise, dit le vieillard, avez-vous un peu songé à la masse des souffrances humaines? Avez-vous élevé les yeux vers le ciel? Y avez-vous vu cette immensité de monde qui, en diminuant notre importance, en écrasant nos vanités, amoindrit nos douleurs? Non, monsieur, dit-elle. Les lois sociales me pèsent trop sur le cœur et me le déchirent trop vivement pour que je puisse m'élever dans les cieux. Mais les lois ne sont peut-être pas aussi cruelles que le sont les usages du monde. Ah, le monde! Nous devons, madame, obéir aux uns et aux autres. La loi est la parole, et les usages sont les actions de la société. Obéir à la société, reprit la marquise, en laissant échapper un geste d'horreur. Et monsieur, tous nos maux viennent de là. Dieu n'a pas fait une seule loi de malheur, mais en se réunissant, les hommes ont faussé son œuvre. Nous sommes, nous, femmes, plus maltraités par la civilisation que nous ne le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n'avez pas adoucies, et la civilisation a développé des sentiments que vous trompez incessamment. La nature étouffe les êtres faibles, vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seuls tout le poids. Pour l'homme, la liberté, pour la femme, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie. Vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. Enfin, l'homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglément.
Oh, monsieur, à vous, je puis tout dire. Eh bien, le mariage, tel qu'il se pratique aujourd'hui, me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances. Mais moi seul, parmi les malheureuses créatures si fatalement accouplées, je dois garder le silence. Moi seul suis l'auteur du mal. J'ai voulu mon mariage. Le roseau révolté de Nina Berberova, lu par Isabelle Huppert. On attendait la navette pour le Bourget. Hénard partait. Je restais. Dans la file, en cette sinistre circonstance, c'était le 2 septembre 1939, il n'y avait plus que les partants. Ceux qui les avaient accompagnés étaient restés dans la salle d'attente, aux fenêtres occultées de noir. Il y eut des adieux, des embrassades, des larmes. Il fallut arracher des menottes qui s'agrippaient aux manches, aux poches. Presque sans réfléchir, je suivis Hénard dans la porte-tambour. Il tenait d'une main une serviette épaisse et de l'autre un nécessaire en cuir. Dissimulé par le manteau qui pendait à son bras, nos doigts se touchaient. J'effleurais la fermeture métallique du nécessaire. De temps à autre, le regard d'Hénard se posait sur moi. Dans la pénombre, son visage paraissait fatigué, déconfit, étranger. Les pommettes et le menton avaient perdu cette netteté que j'aimais tant. L'inquiétude affleurait dans ses yeux. La bouche était entr'ouverte. Il n'est pas beau, pensais-je, au bord des larmes, et j'aurais été incapable de dire. Je n'avais jamais su qu'il était laid. Les voyageurs montaient dans la navette, le billet et les papiers à la main. Hénard jeta son manteau sur son bras gauche. Je retirai ma main pour prendre son nécessaire. Il montra ses papiers. Et vous? Je me taisais, de peur d'entendre ma propre voix. Un regard eût suffi pour comprendre que je ne partais pas pour Stockholm. Nouveau conte d'hiver de Karen Blixen, lu par Jeanne Moreau. Un moment plus tard, elle s'aperçut qu'après son départ précipité et son voyage, elle avait faim. Enfant, elle avait souvent eu faim, et maintenant le léger malaise qu'elle ressentait à l'estomac la faisait redevenir cette féroce fille aux pieds légers qui avait reniflé les odeurs de nourriture dans l'air du soir, en même temps seule de la solitude des très jeunes êtres et étrangement sûre d'elle. Elle pensa: il faut que je trouve un endroit pour dormir cette nuit. Ce soir, je vais avoir à mendier le pain et le couvert aux gens de cette ville. Elle s'aperçut que, depuis quelques minutes, elle suivait les pas d'une silhouette gigantesque, celle d'un homme en manteau. Il ralentit sa marche et s'arrêta devant une petite boulangerie ouverte sur la rue et où une lampe à huile brûlait sur le comptoir. Elle le rejoignit et se tint immobile. Avant de pénétrer dans le cercle lumineux, l'homme soupira profondément. Dans l'obscurité, on ne pouvait l'identifier. Mais quand la lumière l'atteignit, elle vit que c'était un très vieil homme, lourd de corps. Son visage n'était pas ridé, mais durci et comme poli, tel un vieil os jauni, et ses yeux étaient pâles. Avec l'imagination d'une fillette de 12 ans, elle pensa: c'est un marin mort qui a séjourné longtemps dans l'eau. Il se tient debout parce qu'on lui a fixé un poids au pied, comme il est d'usage avec les marins morts, mais il se balance encore un peu dans le courant. En effet, l'homme se tint devant le couloir de la boutique, aussi tranquille et patient qu'aurait pu l'être un mort, jusqu'à ce que la femme du boulanger au teint Rubicon se retourne derrière la lampe, s'aperçoive de sa présence et, sans commentaires inutiles, comme s'il s'agissait d'une vieille habitude, prenne un pain sur l'étagère, l'essuie de son bras nu et le lui tende. Le vieil homme, sans souffler mot non plus, prit le pain, mit une petite pièce sur le comptoir et poursuivit sa route. « Bonne nuit, Nicolo, dit la femme du boulanger. « Bonne nuit, répondit-il d'une voix sans timbre. » La longue chaîne de l'encre
de Yves Bonnefoy, lu par l'auteur. Remarque sur l'horizon. Parlons de l'horizon, mes amis. De quoi pourrions-nous parler d'autre? Toujours nous parlons de lui, ou plutôt en lui, quand nous formons des projets, quand nous aimons. Quand nous aimons, car aimer, un être, un chemin, une œuvre, c'est voir que cette ligne là-bas, si loin à l'avant, cette ligne toute lumière, est tout autant ici même, à les traverser, les retraverser, comme sur la plage, la mer vient et revient dans le sable, y soulevant puis y laissant retomber l'algue remuante, la vie obscure. Ligne de là-bas et ligne de par ici, chacune a jeté l'écume de l'inconscient sous nos pas, phrase qui étincelle de glisser à la crête de cette vague qui se gonfle comme une nuit, puis s'écroule, puis à nouveau se soulève. Je prends ce chemin, il est étroit, il s'enfonce entre deux petites buttes, des arbres l'enveloppent aussi, se resserrent autour de moi, au-dessus de moi. J'ai bonheur à le savoir familier avec ces 1000 vies de sa profondeur qui se sont habituées à moi. Mais plus bas que les pépillements, les ébrouements, les envols, ce son léger mais ininterrompu que j'entends, c'est le là-bas des collines de l'horizon qui, bien qu'invisible, m'accompagne. Tenant cet instant présent, cet instant d'ici, en ses mains que j'aperçois, bleues ou ocre rouge, dans une déchirure des pins et des petits chênes. Avec le ciel au-dessus d'ici pour me rappeler que le ciel est également de là-bas, qu'il peut voir par-dessous la ligne où, pour nous ici, ce qui est, a cessé d'être visible. Et la couleur parmi nous, comme ce secret qui est donc le sien. Et le cri de cet oiseau qui reprend, qui est un appel. Sans doute vient-il de cet autre monde. Il en rapporte l'or, quelque paille, au plus creux de son nid que l'on ne voit pas. Jane Eyre, de Charlotte Brontë, lu par Fanny Ardant. La lueur du feu lui éclairait en plein le visage. Je reconnus mon voyageur, avec ses sourcils larges et couleur de jais. Je reconnus l'allure décidée de son nez, qui avait plus de caractère que de beauté, l'ampleur des narines, dénotant, pensais-je, l'irascibilité, la sévérité de la bouche, du menton et des mâchoires. Oui, ils étaient sévères tous les trois. Il n'y avait pas à s'y tromper. Quant à son corps, à présent débarrassé de sa cape, je vis qu'il était carré à l'égal de sa physionomie. J'imagine que c'était un corps bien bâti, au sens athlétique du terme. Il avait la poitrine large et les hanches minces, mais il n'était ni grand ni gracieux. M. Rochester avait dû nous entendre entrer, Mme Fairfax et moi. Mais il se révéla qu'il n'était pas d'humeur à nous prêter attention, car il ne leva pas la tête un seul instant pendant que nous nous approchions. « Voici Mademoiselle Eyre, monsieur, dit Mme Fairfax de sa voix tranquille. » Il s'inclina, mais toujours sans détacher son regard du groupe formé par le chien et l'enfant. « Que Mademoiselle Eyre prenne un siège, dit-il. » Mais il y avait dans son salut raide et contraint, dans son ton impatient et pourtant cérémonieux, quelque chose qui semblait vouloir dire en outre que diable m'emporte que Mademoiselle Eyre soit ici ou ailleurs. Pour le moment, je ne suis pas disposée à lier conversation avec elle. Je me sentis plus à mon aise et je m'assis. Un accueil d'une courtoisie raffinée m'aurait probablement embarrassée, car je n'aurais su y répondre ni le payer de retour par une grâce et une élégance équivalentes de mon côté. Mais un caprice brutal ne m'imposait aucune obligation. Au contraire, une attitude calme et digne, en face de ses manières fantasques, me donnait l'avantage. D'ailleurs, l'excentricité du procédé était piquante. J'attendis avec curiosité de voir comment il allait se comporter ensuite. Il se comporta comme l'eût fait une statue.
c'est-à-dire qu'il ne parla ni ne bougea. Madame Fairfax parut estimer nécessaire que quelqu'un se mît en frais d'amabilité et commença à parler. Avec bonté, comme d'habitude, mais aussi comme d'habitude de façon un peu insipide. Elle le plaignit du poids des affaires qu'il avait occupé toute la journée et de l'ennui qu'elles avaient dû lui causer avec sa douloureuse entorse. Puis, elle le loua de la patience et de la persévérance dont il avait fait preuve en s'y adonnant jusqu'au bout. « Madame, je voudrais prendre le thé », lui fut-il dit pour toute réponse. Elle se dépêcha de sonner, et quand le plateau arriva, elle se mit en devoir de disposer les tasses, les cuillères et le reste avec une célérité empressée. Adèle et moi, nous nous attablâmes. Mais le maître de maison ne quitta pas son sofa. « Voulez-vous porter sa tasse à M. Rochester ?» me demanda Madame Fairfax. Adèle risquerait de la renverser. Les rêveurs de Isabelle Carré, lu par l'autrice. Je n'ai pas l'assurance d'un chef de bande. J'ai peur. La nuit surtout. Je ne sais pas de quoi précisément, mais je dois rassembler toutes mes poupées, mes peluches et mes doudous, y ajouter ceux de mes frères, les allonger dans mon lit alignés les uns à côté des autres, en espérant que leur nombre me protégera. Je n'ai plus aucune place pour moi. Alors je me couche sur le côté, serré contre eux, essayant d'occuper le moins d'espace possible dans mon petit lit à une place. Je me relève aussitôt en prenant garde de ne pas défaire ce savant dispositif pour aller chercher, dans le placard de ma mère, son foulard le plus parfumé. Je m'allonge, déplie le foulard pour qu'il m'enveloppe, et je peux croire que ma mère est là, que c'est elle qui m'entoure de ses bras. Si toutes ces stratégies ne suffisent pas à me rassurer, si le sommeil et la peur résistent, j'imagine que la Terre n'est pas constituée comme on l'apprend à l'école d'une épaisse croûte terrestre, de plaques sismiques, et encore moins de magma, qu'elle ne contient pas en son centre un noyau recouvert d'un manteau supérieur ou inférieur, non. La Terre est un énorme animal qui nous porte avec tendresse, aime nous sentir bouger sur son dos, connaît chacun d'entre nous, nous soutient. Cette bête énorme, et pourtant pleine de délicatesse, prend du plaisir à nous voir évoluer sur elle. Je pense à sa chaleur pour m'aider à dormir. Ensuite, je pars. Je roule sur un chemin désert, allongé sur mon lit, recouvert d'une lourde couverture, la tête confortablement calée sur mon oreiller. Le ciel est plein d'étoiles, elles défilent à toute vitesse. Mon lit va vite. Il est équipé d'énormes roulettes qui m'amènent bientôt jusqu'au bord de la mer. Là, je vais pouvoir dormir, bercé par le bruit des vagues qui finissent doucement leur course sur le sable. Mon lit se transforme alors en bateau et flotte pour m'emporter au large. De nombreux animaux marins remontent des profondeurs, ils m'accompagnent, mais je ne les vois pas. Je ne peux pas les toucher, seulement les sentir, deviner leurs ombres qui passent lentement sous les éclats de lune reflétés par l'eau sombre. Tous suivent mon lit flottant, se glissent à mes côtés, comme s'ils m'avaient attendu, longtemps. Toute la nuit, tout au long du voyage, ils s'approchent si près dans mon sommeil. Par simple curiosité, je préfère penser qu'ils veillent sur moi. Et je me réveille, emplie de leur présence maternelle. Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, lu par Ariel Dombal. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, ça ferait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins je le crois, car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre, et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, ça doit être la distance exacte, mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude, mais elle jugeait que c'étaient de très jolis mots, des mots superbes. Bientôt,
Elle recommença. Je me demande si je vais traverser la terre d'un bout à l'autre. Ce serait rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Seulement, je serais obligée de leur demander quel est le nom du pays. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide! Croyez-vous que vous en seriez capable? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, j'en ai bien peur. Dinah était la chatte d'Alice. J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dinah, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et ça, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je me le demande. À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente, et elle se mit à répéter comme si elle rêvait. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent les chats? Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon, et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dinah, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement « Allons, Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand brusquement, bing, bing, elle atterrit sur un tas de feuilles mortes et sa chute prit fin. Texte pour un poème, poème pour un texte d'André Chédid, lu par l'auteur avec Bernard Giraudot. Je prononce ténèbres pour mieux dire hirondelle. Parce qu'elles se traversent, je dénombre les murailles. Je me serre contre l'ardoise pour y graver poème et plonge dans les gouffres pour embraser l'instant. Osez encore recourir au visage, osez encore. Que brasses-tu, ami qui ne s'écarte? Où souhaiter la tendre halte si ce n'est avec l'autre plus d'une fois accordée? Quel chemin, ami, ne se conteste? Quel champ ne rompt le tocsin? En quelle terre fugace reprendre vie, si ce n'est en l'autre, par-delà le soupçon? Osez encore recourir à l'espoir, osez encore porter l'instant et le rendre à lui-même, répondre, quel qu'il soit, au baiser de la terre, vouloir ce plus loin dont on ne sait le nom. Surgir du mot. Parfois le mot bouscule les grilles du langage. Parfois le mot emporte et chevauche ma durée. Parfois le mot échappe à la férule des mots. Parfois je deviens ce que j'ai nommé. Alors, parfois, la vie. Jeunesse, jeunesse qui t'élance dans le fatras des mondes, Jeunesse, ne te défais pas à chaque chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau, Ne te défais pas à chaque ombre. que tes larmes te irriguent courbe pas sous plutôt chaque qu'elles ne te rongent. Que tes larmes irriguent Garde-toi des plutôt mots qu'elles qui ne se te dégradent, garde-toi du feu Garde-toi qui des mots pâlit, qui se dégradent. ne laisse Garde-toi pas du feu qui découdre pâlit. tes songes, ni réduire Ne ton laisse regard. pas découdre tes songes, ni Jeunesse, réduire ton regard. entends-moi, Jeunesse, tu ne rêves pas en entends-moi. vain. Tu ne rêves pas en vain. Lettre à Missy de Colette, lu par Anouk Grimbert. Grand Hôtel de Noailles et Métropole, Marseille, début juin 1909. Mon amour chéri, j'ai enfin reçu une lettre de vous, la première. Je suis bien contente. Elle est bougon, elle est gentille, et je la trouve délicieuse puisque vous dites que votre odieux enfant vous manque. Ma chérie,
Cela suffit pour me combler de joie, et j'en suis devenue rouge, toute seule, de plaisir, d'une sorte d'orgueil amoureux. Que ce mot ne vous choque pas, mon pudique petit Missy. Il n'y a vraiment que le mot amour qui puisse servir pour dire la complète, la complexe et exclusive tendresse que j'ai pour vous. Ma chérie, tu as failli mourir de faim au crottoir. C'est affreux à penser. C'est un ignoble endroit, en dehors de l'endroit que nous habitons et au point de vue de la ville. Tu sais, ta dépêche de bonne arrivée à Paris, je l'ai attendue toute la soirée, et je commençais à m'affoler. Je ne l'ai eue qu'en rentrant du théâtre. Les Corins de salon, Corin est un ami de Vague, nous ont emmenés prendre une tasse de chocolat dans un café, mais je n'ai pas traîné. Je voulais aller voir si ta dépêche était là. Je reviens de ma matinée. Avant, nous avons pris pour 3 sous le tramway de la Corniche, et nous avons fait une jolie et économique promenade le long d'une mer ridiculement bleue et fouettée de blanc, un peu chromo, mais superbe. Le succès est toujours très vif, et nous jouons bien. J'attends Pauline, hélas, et je suis mal à mon aise. Si elle pouvait différer son arrivée jusqu'à mon départ. Chloé est ici. Il m'a fait passer un mot au théâtre tout à l'heure, mais il est en famille. Toujours le même temps, frais, ravissant. On aurait froid si on restait immobile à l'ombre, croirais-tu cela? Le vent est délicieux et l'air si léger. As-tu vu dans Le Cri de Paris une note sur André Mieli qui devait danser nue des danses hindoues chez Madame T? Elle ne va pas être contente? C'est sans importance d'ailleurs. Encore tout un grand jour, ça fait 2 avec celui du voyage, ma chérie. Il me semble que je t'ai quittée depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi. Je t'aime si fort, je t'embrasse de tout mon cœur. Ton enfant insupportable, Colette. Être ici est une splendeur, de Marie Darrieussecq, lu par l'auteur. En 1906, Rilke achète un tableau à Paula. Il choisit un petit portrait d'un très petit enfant avec de grosses joues qui pendent comme des gouttes et la main de la mère posée immense sur son épaule. Regardons les hommes se débattre avec les femmes. Vivre avec une artiste, il y a là un problème absolument nouveau. Rilke à propos de Clara. Quant à Otto, il juge que personne ne comprend Paula sauf lui. Le fait qu'elle ait quelqu'un et qu'elle accomplit quelque chose, personne n'y songe. Elle lutte toute seule et un jour elle étonnera tout le monde, comme moi je l'ai fait. Vivement ce jour. Et en même temps, elle apprend à être une bonne maîtresse de maison, et sur ce point, elle en sait certainement autant désormais que Madame Vogeler. En juillet 1902, un portrait que Paula peint d'Elsbeth au verger fait basculer Otto dans l'admiration. Les écailles me sont tombées des yeux. Ce sera la course entre elle et moi. Son sens de la couleur l'éblouit surtout, mais il regrette que l'indépendance, voire la vanité de sa camarade, entrave parfois ses devoirs d'épouse. Paula, comme il est parti rendre visite à ses parents, lui écrit à quel point elle se sent libre, divinement libre. Elle aime tant à marcher seule dans la lande. Elle voudrait tant aussi repartir à Paris. Et elle lui signale que le tableau qu'il est en train de peindre, celui qu'il veut majestueux, n'est que pompeux. La première année de mon mariage, j'ai beaucoup pleuré, et des sanglots comme ceux de l'enfance. L'expérience m'a enseigné que le mariage ne rend pas plus heureuse. Il ôte l'illusion d'une âme sœur, croyance qui occupait jusque-là tout l'espace. Dans le mariage, le sentiment d'incompréhension redouble, car toute la vie antérieure au mariage était une recherche de cet espace de compréhension. Est-ce que ce n'est pas mieux, ainsi, sans cette illusion, face à face avec une seule grande et solitaire vérité? J'écris ceci dans mon carnet de dépenses, le dimanche de Pâques 1902, assise dans ma cuisine à préparer un rôti de veau. La routine, la cuisine, la matérialité des choses, la lumière du matin tombant sur le carnet, le mélancolique rôti. Les dimanches avec Paula. Aucun de nous ne reviendra, de Charlotte Delbo, lu par Dominique Raymond. Un matin, avant l'appel, la petite Simone qui était au cabinet derrière le bloc 25 revient, toute tremblante. La jambe d'Alice est là-bas, venez voir. Derrière le bloc 25, il y avait la morgue, une baraque de planches où l'on entassait les cadavres sortis des rivières. Empilés, ils attendaient le camion qu'ils emporteraient au four crématoire. Les rats les dévoraient. Par l'ouverture sans porte, on pouvait voir l'amoncellement des cadavres nus et les yeux luisants des rats qui apparaissaient et disparaissaient.
quand ils étaient trop, ou les empilaient dehors. C'est une meule de cadavres bien rangés, comme une vraie meule dans le clair de lune, et la neige, la nuit. Mais nous les regardons sans crainte. Nous savons qu'on atteint là aux limites du supportable, et nous nous défendons de céder. Couchée dans la neige, la jambe d'Alice est vivante et sensible. Elle a dû se détacher d'Alice morte. Nous allions ex prévoir s'il y était toujours, et c'était chaque fois insoutenable. Alice, abandonnée, qui mourait dans la neige. Alice, que nous ne pouvions approcher, parce qu'une faiblesse nous clouait là. Alice qui mourait solitaire, et n'appelait personne. Alice était morte depuis des semaines, que la jambe artificielle gisait encore sur la neige. Puis il a neigé de nouveau. La jambe a été recouverte. Elle a réapparu dans la boue. Cette jambe dans la boue. La jambe d'Alice, coupée vivante, dans la boue. Nous l'avons vue longtemps. Un jour, elle n'y était plus. Quelqu'un avait dû la prendre pour faire du feu. Une tzigane sûrement. Personne autre n'aurait eu le courage. La jeune fille et l'enfant de Marguerite Duras, lu par l'auteur. Il pleut. Il pleut sur la mer, sur les forêts, sur la plage vide. Il pleut. Il n'y a pas les parasols, même fermés, de l'été. Le seul mouvement sur les hectares de sable, ce sont les colonies de vacances. Cette année, ils sont petits. Très petits, il me semble. De temps en temps, les moniteurs les lâchent sur la plage afin de ne pas devenir fous. Les enfants arrivent en criant. Ils traversent la pluie. Ils courent le long de la mer. Ils hurlent de joie. Ils se battent avec le sable mouillé. Au bout d'une heure, ils sont inutilisables. Alors on les rentre et on les fait chanter, les lauriers sont coupés. Sauf un. Un qui regarde. L'enfant. L'enfant aux yeux gris. Tu ne cours pas. Il dit non. Il regarde les autres chanter. On lui demande « Tu ne chantes pas ?» Il dit non. Et puis il se tait. Il pleure. On lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Il semble qu'il ne sache pas pourquoi. Il ne répond pas. On voudrait que tout fût de cet infini-là. Celui de la mer et celui de l'enfant qui pleure. Le silence même n'est plus à toi, d'Asli Erdogan, lu par Catherine Deneuve. À l'heure où les dés heurtent le sol, à l'heure où le glaive heurte l'armure, à l'heure où rencontrant ceux de l'étranger, les yeux des invités qui s'emplissent d'amour. À l'heure où regardant alentour, tu ne vois que pieds arrachés, mains mortes, et ses yeux qui s'éteignent. À l'heure où désormais même mourir t'est refusé. N'est-ce pas l'heure à laquelle nous vivons? Corps arrachés, brûlés, foulés dans des sacs de ravages, jambes, pieds, membres disséminés, entassés les uns par-dessus les autres, bras enlacés dans une ultime et absolue étreinte. Main morte, n'appartient plus à personne. Corps humain déchiqueté, âme humaine déchiquetée, yeux plus morts que les morts. Ou que la passion de la haine et du pouvoir a mis en pièces, réduit en lambeaux. Est-ce véritablement là notre heure, ces jours que nous traversons? Il t'appartient de pousser un grand cri, continue le poème. Un grand cri, que tu n'as pas su entendre, que tu n'entendras pas. Il conclut ainsi. Le silence même n'est plus à toi, en ce lieu où les meules ont cessé de tourner. Sobrement, personnellement, simplement, je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice de ces rafales de balles qui s'abattent sur des femmes, des enfants et des vieillards essayant de s'extirper des décombres, cramponnés à un drapeau blanc. Je ne veux pas être complice de cette mâchoire entièrement brûlée qui appartient à un enfant de 12 ans retrouvé dans une cave. Ni de ce sac à gravats qu'on dépose en disant voici ton père, qu'on dépose en disant voici ton enfant. Environ 5 kilos d'os et de chair. Ni du sort atroce qu'on fait subir à cette mère qui attend depuis des semaines devant l'hôpital en se répétant un bout d'os calmerait ma peine. Je ne veux pas être complice de l'assassinat des hommes, ni de celui des mots. C'est-à-dire de la vérité. Retour à Yvetot, d'Annie Ernaux, lu par Dominique Blanc. Revenir. Depuis la parution de mon premier livre, Les armoires vides, il y aura bientôt 40 ans, je suis allée rencontrer des lecteurs dans beaucoup de villes, en France et dans le monde.
jamais à Yvetot, malgré l'invitation qui m'en avait été faite à plusieurs reprises. Alors, j'imagine sans peine que les habitants d'Yvetot et de la région ont pu voir là une marque de dédain, de ressentiment tenace, et que peut-être ils en ont conçu un sentiment d'injustice. Après tout, je me suis servi d'Yvetot, des lieux, des gens que j'ai connus. J'ai pris beaucoup à Yvetot, où j'ai passé mon enfance, ma prime jeunesse, et d'une certaine façon, je me suis refusée à lui rendre quoi que ce soit. À Yvetot, certes, je suis toujours régulièrement revenue, en tant que nièce, cousine, membre d'une famille qui a toujours vécu. J'y suis revenue en tant que fille, gardienne des tombes de ses parents, ainsi que d'une sœur, morte à 7 ans. J'y suis même revenue une fois, il y a 15 ans, comme élève de la classe de 7e, dans ce qui se nommait alors le pensionnat Saint-Michel, retrouvant mes anciennes condisciples autour d'un repas à l'hôtel du chemin de fer. Jamais encore je n'y suis revenue en tant que femme qui écrit, qui publie des livres. Je pourrais dire que, sous un certain point de vue, intime et profond, Yvetot est la seule ville au monde où je ne pouvais pas aller. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle est, comme ne l'est aucune autre ville pour moi, le lieu de ma mémoire la plus essentielle, celle de mes années d'enfance et de formation. Que cette mémoire-là est liée à ce que j'écris, de façon consubstantielle, je peux même dire indélébile. À voix nue. Entretien d'Antoinette Fouque par Virginie Bloch-Lenné. Antoinette Fouque, vous êtes née d'un père corse et d'une mère calabraise. Pourquoi avaient-ils l'un et l'autre quitté leur terre natale ? Mais ils étaient des immigrants, des exilés économiques. Ma mère est venue quand elle avait 1 an. En 1900, elle était née au 19e siècle. Elle est venue avec sa mère, son frère aîné. Le père était parti faire fortune aux Amériques. Et mon père, lui, a quitté la Corse à 16 ans, en 1917, parce qu'il était berger. Il fallait aller sur le continent. De toute manière, il devait faire son service militaire à Marseille. Donc, ils étaient des pauvres. La Corse, c'était presque une colonie. À cette époque, par exemple, le service militaire était le même pour les Corses que pour les Algériens. Donc, ils ne pouvaient pas vivre, même plus que la pauvreté, probablement, la misère. Voilà, donc ils sont arrivés à Marseille et ils ont survécu grâce à la mer. Mon grand-père était marin-pêcheur et donc tous les jours, il apportait la pêche et tous les jours, il y avait à manger pour les enfants. Sur le port, souvent, devant la mairie. Quant à mon père, il est devenu naturellement, justement pas naturellement, économiquement, navigateur. Votre père était communiste. Vous Oui. dites que votre père vous a transmis la politique. Oui, mon père était communiste, c'est pour ça d'ailleurs. Psychanalyse et politique, ce sont eux. Ma mère était enthousiasmée par l'inconscient, elle racontait ses rêves. Tous les matins, elle avait des prémonitions, elle vivait comme ça. Mais pas dans la superstition, dans la connaissance de la vie intérieure. Et mon père, lui, s'était engagé, mais je crois dès la création du Parti communiste, à la scission de 1920, dans le Parti communiste. Et lui, c'était politique, et elle, c'était psychanalyste. Voilà. Le funambule, l'enfant criminel, de Jean Genet, lu par Marie Trintignant. Je vais tâcher de me faire comprendre mieux. Pour acquérir cette solitude absolue dont il a besoin s'il veut réaliser son œuvre, tirée d'un néant qu'elle va combler et rendre sensible à la fois, le poète peut s'exposer dans quelque posture qui sera pour lui la plus périlleuse. Cruellement, il écarte tout curieux, tout ami, toute sollicitation qui tâcherait d'incliner son œuvre vers le monde. S'il veut, il peut s'y prendre ainsi. Autour de lui, il lâche une odeur si nauséabonde, si noire qu'il s'y trouve égaré, à demi asphyxié lui-même par elle. On le fuit. Il est seul.
Son apparente malédiction va lui permettre toutes les audaces puisqu'aucun regard ne le trouble. Le voilà qui se meut dans un élément qui s'apparente à la mort, le désert. Sa parole n'éveille aucun écho. Ce qu'elle doit énoncer ne s'adressant plus à personne, ne devant plus être compris par ce qui est vivant, c'est une nécessité qui n'est pas exigée par la vie, mais par la mort qui va l'ordonner. La solitude, je te l'ai dit, ne saurait être accordée que par la présence du public. Il faut donc que tu t'y prennes autrement et que tu fasses appel à un autre procédé. Artificiellement, par un effet de ta volonté, tu devras faire entrer en toi cette insensibilité à l'égard du monde. À mesure que montent ces vagues, comme le froid, partant des pieds, gagner les jambes, les cuisses, le ventre de Socrate, leur froid saisit ton cœur et le gèle. Non, non, encore une fois, non, tu ne viens pas divertir le public, mais le fasciner. Avoue qu'il éprouverait une curieuse impression. Ce serait de la stupeur, la panique, s'il arrivait à distinguer clairement ce soir un cadavre marchant sur le fil. Leur froid saisit ton cœur et le gèle. Mais, et c'est ici le plus mystérieux, il faut en même temps qu'une sorte de vapeur s'échappe de toi, légère et qui ne brouille pas tes angles, nous faisant savoir qu'en ton centre un foyer ne cesse d'alimenter cette mort glaciale qui t'entrait par les pieds. Et ton costume, à la fois chaste et provoquant, c'est le maillot collant du cirque, en jersey rouge sanglant. Il indique exactement ta musculature, il te gaine, il te gante, mais du col ouvert en rond, coupé net comme si le bourreau va ce soir te décapiter, du col à ta hanche une écharpe, rouge aussi, mais dont flottent les pans, frangés d'or. Les escarpins rouges, l'écharpe, la ceinture, le bord du col, les rubans sous le genou sont brodés de paillettes d'or. Sans doute pour que tu étincelles, mais surtout afin que dans la sueur, tu perdes durant le trajet de ta loge à la piste quelques paillettes mal cousues, emblème délicat du cirque. Œuvre de Julien Gracq, lu par l'auteur. À marcher ainsi seul sur les routes, une imprégnation se fait du pays traversé, mieux même que de ses bruits et de ses odeurs, de sa respiration, de sa sonorité, qu'aucun autre mode de locomotion ne permet. Entortillé dans le paysage, ainsi que dans les fils de la Vierge de septembre, on emporte avec soi comme un pollen quelque chose de sa substance qu'on s'incorpore. Non pas un mot seulement, mais presque toute une conversation surprise derrière le mur en passant au seuil d'un jardin. Non pas le juron d'un charretier, mais le dialogue plus intrigant avec sa bête, à demi parlé, à demi mimé, d'un conducteur de carriole qui monte une côte. La fatigue agit comme le fixateur sur l'épreuve photographique. L'esprit, qui perd une à une ses défenses, doucement stupéfié, doucement rompu par le choc du pas monotone, l'esprit bat nu la campagne, sans goût tout entier d'un rythme qui l'obsède, d'un éclairage qui la séduit, du suc inexprimable de l'heure qu'il est. Comme j'ai aimé tout au long d'une fatigante journée de route, seulement garder dans les oreilles la modulation du chant du monde. Seulement voir le soleil monter, puis descendre sur la terre, et les petits pas d'hommes, lointainement amicaux, inintelligibles, bouger sur elle faiblement, comme des fourmis. Dans la vallée du Laison, dans cette rainure perdue et riante, pleine de branches et de masures à colombage qui s'enfoncent dans le plateau vaste aux labours nus, un matin de mars, à 10 heures, le givre était sur toutes les branches, étincelant. La tombée du soleil avait cette prodigalité diffuse, cette manière d'imbiber, de pénétrer, de pleuvoir en nappe que les éclairagistes de cinéma appellent flood, et faisait des seuils des chaumières écailleuses et filigranées, soudain autant de tonnelles accueillantes de l'été. Sur leur bord du plateau, juste à hauteur de mon regard, un lièvre détalait le long d'un labour. Rien n'était jeune comme ce soleil de 10 heures, relevé mieux que d'un alcool par une faim de chasseur et par la saveur anticipée du café chaud. L'Odyssée des femmes, d'après Homère, duo pour voix française et grecque, Daniel Mesguich, voix française, Emmanuel Lascou, voix grecque,
et transposition française. À ces mots, Ulysse le divin s'extirpe des buissons. Il en profite pour détacher d'un fourré de sa large main une touffe de feuilles dont se couvrir, pudeur oblige, les parties honteuses. Regardez-le s'avancer fièrement. Vrai lion des montagnes, assuré de sa force, qui fonce à travers pluie et vent, les yeux dardants, le feu, il court les bœufs ou les moutons ou les biches sauvages. Il suit son ventre à traquer le bétail jusqu'au cœur des plus fortes demeures. Voilà comment Ulysse se trouve à 2 doigts d'aborder les jeunes filles bien bouclées, tout nu qu'il est. Car c'est plus fort que lui. Oh, regardez quelle horreur! Le voilà qui se montre à elle, tout souillé d'algues et d'embrun. Aïe! Ça piaille et ça crie, ça s'enfuit. Tout un essaim qui vole vers la moindre rive en vue. Non, pas la fille d'Alkinoos. Elle est la seule à ne pas avoir bougé. Qui d'autre qu'Athéna pouvait lui mettre au cœur un tel courage et guérir ses genoux de la peur? Voyez, elle reste là, plantée devant lui. Ulysse ne sait plus quoi faire. Lui prendre les genoux, la supplier. Cette beauté. Ou rester à distance respectueuse pour lui lancer des prières de miel du genre « S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer la ville? Auriez-vous de quoi m'habiller ?» Journal de Alice James, lu par Isabelle Adjani. 31 mai 1889. Si je prends l'habitude d'écrire des bribes de ce qui se passe, ou plutôt ne se passe pas, je pense que je perdrai peut-être un peu de ce sentiment de solitude et de désolation qui ne me quitte pas. Les circonstances de ma vie me permettant de m'exprimer seulement par monosyllabes, un monologue écrit par cet être très intéressant, moi-même, offrira peut-être des consolations encore inexplorées. Je ferai au moins tout ce que je voudrais, et ce sera sans doute une issue à ce geyser d'émotions, de rêveries et de pensées qui fermentent perpétuellement dans ma pauvre vieille carcasse pour mes péchés. Voici donc mon premier journal. 4 juin. Quand je dis à Summers de ne pas charger les vaches avec le fauteuil, car je suis persuadée qu'elles ont peur de moi, il ne comprend pas la situation. Je suis sortie hier pour la 3e fois de l'année. Ils ont tiré le fauteuil à travers la barrière d'une prairie, et je me suis étendue au soleil pendant qu'ils me cueillaient des fleurettes. On entendait au loin le coucou. Très haut, des hirondelles tournoyaient, de grandes bouffées de vent tiède faisaient lentement bruire les arbres proches. Inutile de dire que j'étais heureuse. 13 juin. Je suis de nouveau sortie aujourd'hui, et je me suis conduite comme une folle. J'ai sangloté en voyant une ferme, une prairie, des arbres et des corbeaux qui croissaient. Nurse dit qu'il y a des gens qui se promènent partout sans rien admirer. Comme je suis reconnaissante de voir, d'être consciente jusqu'au quart de centimètre de ce qui tombe sous mes yeux. Vraiment, le sujet seul compte. Nurse m'a demandé si j'aimerais être artiste. Imaginez la joie et le désespoir de cette vocation. La joie de regarder d'un œil exercé et le désespoir de devoir rendre ce que l'on voit. Parmi les êtres faits de cordes qui vibrent à chaque zéphyr, lesquels sont les moins malheureux des deux? Ceux qui sont toujours muets et ne perdent jamais cette sensation d'étouffement, ou les autres, qui pensent toujours que les mots sont impuissants à rien exprimer? La beauté m'épuise davantage que le fauteuil, qui ne secoue que les muscles, tandis que la première ébranle des profondeurs insondables. Te rejoindre, de Charles Juliet, lu par l'auteur.
la très simple histoire d'une jeune paysanne sensible, intelligente, souffrant de solitude, au sein d'une famille soumise à la rugueuse autorité du père, un amour malheureux pour un jeune homme tuberculeux, très tôt foudroyé par une hémoptysie. Le mariage, la pauvreté, la solitude due au fait que l'emploi du mari l'oblige à être toujours parti. Les longs hivers de froid et de neige, 4 maternités rapprochées, la dépression qui s'aggrave. Puis après une lente agonie, la mort, celle qu'avaient programmée les agents de la peste brune régnant sur l'Europe. Avec mes mots, tirer ma morte de sa tombe, la faire vivre de nouveau, lui murmurer que l'existence qu'elle a eue m'inspire une infinie, une déchirante compassion. Tu es cette mère que j'ai perdue. Mais comment croire que la mort avait pu t'emporter? Dressé dans mon regard ou rôdant dans ma tête, tu ne me quittais pas. Pourtant, tu étais l'absente. Une absente si présente que forcément, un jour ou l'autre, tu allais revenir. Alors je t'ai attendu. Tu me parlais à voix basse et le temps ne pesait pas. Je t'ai attendu, mais tu n'as pas paru. Alors je t'ai cherché. Cette inconnue qui marchait devant moi dans la rue, je la suivais, certain qu'elle était toi. Mais c'était chaque fois la déception de découvrir que jamais son visage n'était le tien. Partout je t'ai cherché, dans les bars et les rues, dans les gares et les trains, sur les plages et dans les ports. Partout je t'ai cherché, dans bien des villes et bien des pays. Partout je t'ai cherché, et je te cherche encore. Tu es cette morte qui n'a cessé d'enténébrer ma vie. La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, lu par Michel Morgan. Monsieur de Nemours, un des princes les plus en vue du royaume, arriva la veille des fiançailles, et dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l'état de son dessein et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qu'il lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Madame de Clèves n'y était pas, de sorte qu'elle ne le vit point et ne sut pas même qu'il fût arrivé. Elle avait ouï parler de ce prince à tout le monde, comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour. Et surtout, Madame la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte, et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité, et même de l'impatience de le voir. Madame de Clèves passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus.
et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble, sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. Déjeuner chez Germaine Tillon, d'Ariane Laroux, lu par Marie-Christine Barrault. Je me souviens de quelque chose de très très dur. Hilda m'avait donc installé dans un lit au rez-de-chaussée, en face du sien. Entre les deux lits, elle avait mis un petit bébé de 2 ans et demi qui avait la diphtérie, un adorable petit garçon juif danois. Hilda veillait sur ce petit garçon qu'il appelait tante. Chose étrange, on était arrivé à lui trouver ce qu'il pouvait manger. Il était plus que gentil, ce petit, il était beau. Il marchait. Un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi, tellement beau et gentil, que le docteur Treit, qui était donc le super patron SS de ce revire, lui a un jour apporté une pomme. Une semaine plus tard, je vois encore le docteur Treit prenant avec beaucoup de douceur le petit garçon sur ses genoux et disant « Il est guéri, on peut l'envoyer à Auschwitz », d'où il n'est pas revenu. Voilà. Ce sont des choses littéralement incompréhensibles. Il a apporté une pomme à ce petit, et puis il l'a envoyé à Auschwitz. Je vois toujours le geste avec lequel il a pris cet enfant pour l'asseoir sur son genou droit. J'étais à 2 mètres de là. Un jour, ce petit garçon a dit le mot allemand qui signifie gâteau, tout bas, à l'oreille d'Hilda. Elle n'avait évidemment pas de gâteau. Il a dit « Brot » pain. Bien entendu, Hilda lui a donné un morceau de son pain. Je me souviens de cela. Amour et autres textes de Clarisse Lispector, lu par Fanny Ardant. Au fond, Anna avait toujours eu un besoin de sentir la racine solide des choses. Et c'est un foyer qui, bizarrement, lui avait donné cela. Par des chemins détournés, elle avait fini par se dégoter un destin de femme, avec la surprise de s'y couler, comme si elle l'avait inventé. L'homme avec qui elle s'était mariée était un homme vrai. Les enfants qu'elle avait eus étaient de vrais enfants. Sa jeunesse antérieure lui semblait aussi étrange qu'une maladie de la vie. Elle en avait peu à peu émergé et découvert que, même sans le bonheur, on pouvait vivre. En l'abolissant, elle avait rencontré une légion de personnes, invisibles auparavant, qui vivaient comme on travaille, avec persévérance, assiduité, joie. Ce qui était arrivé à Anna avant d'avoir un foyer était à jamais hors de sa portée. Une exaltation perturbée qui, si souvent, s'était confondue avec un bonheur insoutenable. En échange, elle avait créé quelque chose d'enfin compréhensible, une vie d'adulte, ainsi qu'elle l'avait voulu et choisi. La seule précaution qu'elle devait prendre, c'était de faire attention à l'heure dangereuse de l'après-midi, quand la maison était vide et n'avait plus besoin d'elle, le soleil haut, chaque membre de la famille réparti selon ses fonctions. Regardant les meubles bien astiqués, elle avait le cœur serré d'un léger effroi, mais elle l'étouffait, avec cette habileté même que lui avaient enseigné les travaux domestiques. Alors, elle sortait faire des courses ou porter des objets à réparer, s'occupant de son foyer et de sa famille à leur insu. Quand elle rentrait, c'était la fin de l'après-midi, et les enfants de retour de l'école la réclamaient. Et voilà, la nuit allait venir avec sa vibration tranquille. Le lendemain matin, elle se réveillerait, auréolée de calme devoir. Elle trouverait les meubles de nouveau empoussiérés et sales, comme s'ils lui revenaient contris. Quant à elle-même, elle faisait obscurément partie des racines noires et douces du monde, et elle alimentait anonymement la vie. C'était bien ainsi qu'elle l'avait voulu et choisi.
La promesse de Silvina Ocampo, lue par Florence Delay. Sulma était une voisine qui vivait près de chez nous durant mon enfance. Comme elle était plus âgée que moi, elle était devenue amie avec mes sœurs. Sa peau dorée était claire, ses yeux de la couleur de ses cheveux, blonds. Mince et agile, elle apparaissait à la porte de chez nous, toujours en se cachant, comme si elle nous espionnait. Tout en étant très menue, elle avait des jambes musclées et solides. Elle était danseuse. Ainsi, tous les jours, nous entendions la musique du piano qui accompagnait les exercices qu'elle faisait dans la cour de la maison. Quand la porte était entr'ouverte, les gens qui passaient s'arrêtaient pour la regarder, et les garçons lui lançaient toujours des obscénités ou des compliments. Presque nue en été, ou avec un juste corps très épais en hiver, elle continuait à faire ses exercices, sans prêter attention aux propos que lui adressaient les admirateurs ou les curieux. Au fil du temps, Sulma eut 2 élèves et un grand miroir installé dans la salle à manger de sa maison. En laissant la porte ouverte, il lui permettait, à elle et à ses élèves, d'entrevoir les mouvements de l'enchaînement qu'elle répétait. Sa marraine, qui était obèse, la regardait danser en buvant du vin. Les accords du piano étaient si faux qu'on aurait dit qu'il traversait un mur d'eau ou des distances sidérales en se déformant. La pianiste, dont je ne connais pas le nom, que je n'ai sans doute jamais connu, avait une chevelure d'un rouge flamboyant et les ongles rongés. 2 ou 3 fois, j'ai pénétré dans la maison de Sulma, alors que j'accompagnais mes sœurs qui lui rendaient visite. La marraine obèse, aussi légère qu'un ballon, continuait à boire du vin rouge dans un coin. Durant des heures, j'ai vu Sulma faire les exercices qu'elle appelait rythmiques, exercices qui ressemblaient à ceux d'un oiseau blessé voulant voler. J'ai appris qu'un jour, Sulma était tombée amoureuse d'un jeune homme qui l'avait abandonnée. Elle n'avait pas pour autant arrêté de se consacrer à la danse. C'était une véritable ballerine, promise à danser au Théâtre Colonne. Puis vint un temps où je ne l'ai plus vue apparaître sur le seuil de sa maison. On n'a plus entendu le piano. On n'a plus vu sa marraine en train de boire dans un coin. J'ai demandé des nouvelles de Sulma. On m'a dit qu'à force de faire tous ces exercices comme si elle devait voler, son corps avait perdu le poids voulu pour se maintenir fermement sur la terre. Elle s'était envolée, comme s'étaient envolées les colombes de la cour quand on avait détruit la maison quelques mois après sa disparition. Et la marraine, la grosse, avais-je demandé. Elle aussi s'est envolée. Tu ne sais pas que les ballons volent, m'avait-on répondu. Demande à Susanna. Je me souviens, de Georges Perec, lu par Samy Frey. Je me souviens que je devins sinon bon, du moins un peu moins nul en anglais, à partir du jour où je fus le seul de la classe à comprendre que earthenware voulait dire poterie. Je me souviens, à l'époque, il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'1 année d'attente avant d'avoir une nouvelle voiture. Je me souviens qu'à Villard-de-Lans, j'avais trouvé très drôle le fait qu'un réfugié qui se nommait Normand habite chez un paysan nommé Breton. Et des années plus tard, à Paris, j'ai ri tout autant de savoir qu'un restaurant appelé le Lamartine était célèbre pour ses châteaux brillants. Je me souviens des rubriques « Vrai ou faux »,« Le saviez-vous »,« Incroyable »,« Mais vrai », dans les journaux d'enfants. Je me souviens de Jean Bretonnière, quand il chantait « Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi, ma petite folie. » Je me souviens des attractions qu'il y avait au Gaumont Palace. Je me souviens aussi du Gaumont Palace. Je me souviens du mal qu'ils ont eu à creuser les fondations du drugstore Saint-Germain. Je me souviens du bonhomme en bois des Galeries Barbès. Je me souviens de la minute de Saint-Granier. Je me souviens des courses derrière grosses motos au Parc des Princes.
Je me souviens que Langres est triplement célèbre. Pour ses records de froid, sa coutellerie et d'hydro. Je me souviens de les yeux fermés, j'achète tout au printemps. Et de quand je les ouvre, j'achète au Louvre. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, lu par Jean-Louis Trintignant. Et alors je vis maman qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d'un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m'en étais aperçu, elle me dit en riant « Voilà mon petit jaunet, mon petit serein, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n'as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose, prenons un de tes livres. » Mais je n'en avais pas là. « Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand-mère doit te donner pour ta fête? Pense bien, tu ne seras pas déçu de ne rien avoir après-demain. » J'étais au contraire enchanté. Et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner à travers le papier qui les enveloppait que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect pourtant sommaire et voilé, éclipsait déjà la boîte de couleurs du jour de l'an et les verres à soie de l'an dernier. C'était La Mare au diable, François le Champy, La petite Fadette et Les maîtres sonneurs. Ma grand-mère, ai-je su depuis, avait d'abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana. Car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père l'ayant presque traitée de folle, en apprenant les livres qu'elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à Jouy-le-Vicomte, chez le libraire, pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau. C'était un jour brûlant et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi, et elle s'était rabattue sur les 4 romans champêtres de George Sand. Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses, en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité. Même quand elle avait à faire à quelqu'un un cadeau dit utile, quand elle avait à donner un fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait anciens, comme si leur longue désuétude, ayant effacé leur caractère d'utilité, ils paraissaient plutôt disposés pour nous raconter la vie des hommes d'autrefois que pour servir aux besoins de la nôtre. Avec mon meilleur souvenir, de François Sagan, lu par l'auteur. J'ai connu beaucoup de gens depuis qui n'avaient pas pu lire Proust parce qu'ils n'y arrivaient pas. Parce que Swann, le fameux amour de Swann, qu'on leur mettait entre les mains, les déconcertait et les ennuyait. Et je crois que moi-même, si j'avais commencé par les amours d'Odette et l'enfance du narrateur, j'aurais eu beaucoup plus de mal à pénétrer ces interminables domaines. Avec Albertine disparue, je rentrais d'emblée dans le drame. Je commençais par la seule péripétie de toute l'œuvre proustienne, le seul événement, le seul accident, la seule fois où Proust donne la voix au hasard et où le hasard se présente sous la forme d'un télégramme. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade. Je commençais par cette phrase et je tombais après à pieds joints dans un chagrin et un désespoir étiré jusqu'à la folie et inexorablement ressassé, commenté, foyé par le narrateur. C'est par ce chemin-là que j'ai fait aimer Proust à de nombreux amis découragés par Swann et qui furent, comme moi, pris à la gorge par Albertine disparue. Et je découvris autre chose, là, dans ce livre, que je n'ai cessé de relire en même temps que les autres, bien sûr. Je découvris qu'il n'y avait pas de limite, pas de fond, que la vérité était partout, la vérité humaine s'entend, partout offerte, et qu'elle était à la fois la seule inaccessible et la seule désirable. Je découvris que la matière même de toute œuvre, dès l'instant qu'elle s'appuyait sur l'être humain, était illimitée, que si je voulais, si je pouvais,
d'écrire un jour la naissance et la mort de n'importe quel sentiment, je pouvais y passer ma vie, en extraire des milliers de pages, sans jamais arriver au bout, sans jamais toucher le fond, sans jamais pouvoir me dire « j'y suis, je suis arrivé ». Je découvris qu'on n'arrivait jamais, que je n'arriverais jamais qu'à mi-côte, à mi-pente, au millième de pente de ce que je voulais faire. Je découvris que l'être humain qui remplaçait Dieu, ou qui ne le remplaçait pas, qui était fiable ou ne valait rien, qui n'était que poussière et dont la conscience englobait tout, je découvris que cet être humain était mon seul gibier, le seul qui m'intéressa, le seul que je n'arriverais jamais à rattraper, mais que je croirais frôler, peut-être, parfois, dans un de ces grands moments de bonheur que donne la faculté d'écrire. Je découvris aussi, en lisant Proust, en découvrant cette superbe folie d'écrire, cette passion incontrôlable et toujours contrôlée, je découvris qu'écrire n'était pas un vain mot, que ce n'était pas facile, et que contrairement à l'idée qui flottait déjà à l'époque, il n'y avait pas plus de vrais écrivains que de vrais peintres ou de vrais musiciens. Je découvris que le don d'écrire était un cadeau du sort, fait à très peu de gens, et que les pauvres nigauds qui voulaient en faire une carrière ou un passe-temps n'étaient que de misérables sacrilèges. Qu'écrire demande un talent précis et précieux et rare, vérité devenue inconvenante et presque incongrue de nos jours. Au demeurant, grâce au doux mépris qu'elle éprouve pour ces faux prêtres ou ces usurpateurs, la littérature se venge toute seule. Elle fait de ceux qui osent la toucher, même du bout des doigts, des infirmes impuissants et amers, et ne leur accorde rien, sinon parfois, par cruauté, un succès provisoire qui les ravage à vie. Tropisme, de Nathalie Sarraute, lu par l'auteur, Isabelle Huppert et Madeleine Renaud. Elle était accroupie sur un coin du fauteuil, se tortillait, le cou tendu, les yeux protubérants. Oui, 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 disait-elle, et elle approuvait chaque membre de phrase d'un branlement de la tête. Elle était effrayante, douce et plate, toute lisse, et seuls ses yeux étaient protubérants. Elle avait quelque chose d'angoissant, d'inquiétant, et sa douceur était menaçante. Il sentait qu'à tout prix il fallait la redresser, l'apaiser, mais que seul quelqu'un doué d'une force surhumaine pourrait le faire, quelqu'un qui aurait le courage de rester en face d'elle, là, bien assis, bien calé dans un autre fauteuil, qui oserait la regarder calmement, bien en face, saisir son regard, ne pas se détourner de son tortillement. Eh bien, comment allez-vous donc? Il oserait cela. Eh bien, comment vous portez-vous? Il oserait le lui dire, et puis il attendrait. Qu'elle parle, qu'elle agisse, qu'elle se révèle, que cela sorte, que cela éclate enfin. Il n'en aurait pas peur. Mais lui n'aurait jamais la force de le faire. Aussi lui fallait-il contenir cela le plus longtemps possible, empêcher que cela ne sorte, que cela ne jaillisse d'elle, le comprimer en elle à tout prix, n'importe comment. Mais quoi donc? Qu'était-ce? Il avait peur. Il allait s'affoler. Il ne fallait pas perdre une minute pour raisonner, pour réfléchir. Et, comme toujours, dès qu'il la voyait, il entrait dans ce rôle où, par la force, par la menace, lui semblait-il, elle le poussait. Il se mettait à parler sans arrêt, de n'importe qui, de n'importe quoi, à se démener, comme le serpent devant la musique, comme les oiseaux devant le boa, il ne savait plus. Vite, vite, sans s'arrêter, sans une minute à perdre, vite, vite, pendant qu'il en est temps encore pour la contenir, pour l'amadouer. Parler. Mais parler de quoi? De qui? De soi, mais de soi, des siens, de ses amis, de sa famille, de leurs histoires, de leurs désagréments, de leurs secrets, de tout ce qu'il valait mieux cacher. Mais puisque ça pouvait l'intéresser, mais puisque ça pourrait la satisfaire, il n'y avait pas à hésiter, il fallait le lui dire, tout lui dire, se dépouiller de tout lui donner, tant qu'elle serait là, accroupie sur un coin du fauteuil, toute douce, toute plate, se tortillant. Lettre à sa fille de Madame de Sévigné, lue par Juliette Gréco. Vous saurez, ma petite, qu'avant-hier,
mercredi, après être revenu de chez M. de Coulanges, où nous faisions nos paquets les jours d'ordinaire, je revins me coucher. Cela n'est pas extraordinaire, mais ce qu'il est beaucoup, c'est qu'à 3 heures après minuit, j'entendis crier au voleur, au feu, et ces cris si près de moi et si redoublés que je ne doutais point que ce ne fût ici. Je crus même entendre qu'on parlait de ma petite fille. Je ne doutais pas qu'elle ne fût brûlée. Je me levai dans cette crainte, sans lumière, avec un tremblement qui m'empêchait quasi de me soutenir. Je courus à son appartement, qui est le vôtre. Je trouvai tout dans une grande tranquillité. Mais je vis la maison de Guitaut tout en feu. Les flammes passaient par-dessus la maison de Madame de Vauvineux. On voyait dans nos cours et surtout chez M. de Guitaut une clarté qui faisait horreur. C'était des cris, c'était une confusion, c'était des bruits épouvantables, des poutres et des solives qui tombaient. Je fis ouvrir ma porte, j'envoyai mes gens au secours. M. de Guitaut m'envoya une cassette de ce qu'il a de plus précieux. Je la mis dans mon cabinet, et puis je voulus aller dans la rue pour bâiller comme les autres. J'ai trouvé M. et Madame de Guitaut quasi nus. Madame de Vauvineux, l'ambassadeur de Venise, tous ces gens, la petite Vauvineux qu'on portait tout endormie chez l'ambassadeur, plusieurs meubles et vaisselle d'argent qu'on sauvait chez lui. Madame de Vauvineux faisait démeubler. Pour moi, j'étais comme dans une île, mais j'avais grand pitié de mes pauvres voisins. Nous étions tous dans la consternation. Le feu était si allumé qu'on n'osait en approcher, et l'on espérait la fin de cet embrasement qu'avec la fin de la maison de ce pauvre Guitaut, il faisait pitié. Des capucins pleins de charité et d'adresse travaillèrent si bien qu'ils coupèrent le feu. On jeta de l'eau sur les restes de l'embrasement, et, enfin, le combat finit faute de combattants. C'est-à-dire, après que le premier et le second étage de l'antichambre, de la petite chambre et du cabinet, qui sont à main droite du salon, eurent été entièrement consommés. On appela bonheur ce qui restait de la maison, quoiqu'il y ait pour le pauvre Guitaut pour plus de 10 000 écus de perte, car on compte de faire rebâtir cet appartement qui était peint et doré. Vous m'allez demander comment le feu s'était mis à cette maison, on n'en sait rien. Il n'y en avait point dans l'appartement où il a pris. Mais si on avait pu rire dans une si triste occasion, quel portrait n'aurait-on point fait de l'état où nous étions tous? Guitaut était nu, en chemise, avec des chausses. Madame de Guitaut était nu-jambe et avait perdu une de ses mules de chambre. Madame de Vauvineux était en petite jupe, sans robe de chambre. Tous les valets, tous les voisins en bonnet de nuit. L'ambassadeur était en robe de chambre et en perruque, et conserva fort bien la gravité de la Sérénissime. Voilà les tristes nouvelles de notre quartier. Je prie M. de Ville de faire tous les soirs une ronde pour voir si le feu est éteint partout. On ne saurait avoir trop de précautions pour éviter ce malheur. Je souhaite, ma bonne, que l'eau vous ait été favorable. En un mot, je vous souhaite tous les biens. La dame au petit chien, d'Anton Tchekhov, lu par Julie de Bazac. Une semaine s'était écoulée depuis qu'ils avaient fait connaissance. C'était un jour de fête. Il régnait dans les chambres une atmosphère étouffante, et dans les rues, le vent soulevait des tourbillons de poussière et faisait s'envoler les chapeaux. Une journée à vous donner envie de boire sans arrêt. Gourov s'était rendu à plusieurs reprises au Vernet, où il avait offert glace et grenadine à Anna. On ne savait où se mettre. Le soir, quand le vent se fut un peu apaisé, ils allèrent sur le môle pour assister à l'arrivée du bateau. Sur le débarcadère, il y avait beaucoup de promeneurs. Ils étaient venus attendre quelqu'un et tenaient des fleurs à la main. Et là, 2 particularités de la foule élégante de Yalta vous sautaient aux yeux. Les dames âgées s'habillaient comme des jeunes filles, et il y avait beaucoup de généraux. La mer étant agitée, le bateau arriva à une heure tardive, après le coucher du soleil, et il louvoya un long moment avant d'accoster. Anna regardait dans son face à main le vapeur et les passagers, comme si elle cherchait des connaissances. Et quand elle se tournait vers Gourov, elle avait les yeux brillants. Elle parlait beaucoup, posait des questions brusques, oubliant aussitôt ce qu'elle venait de demander. Puis elle perdit son face à main dans la cohue. La foule des élégants se dispersait. On ne discernait plus les visages,
Le vent était complètement tombé. Gourov et Anna restaient là, immobiles, comme s'ils attendaient pour voir s'il ne descendrait pas encore un passager. Anna ne parlait plus et respirait le parfum des fleurs sans regarder Gourov. « Le temps s'est un peu amélioré sur le soir, dit-il. Où voudriez-vous que nous allions? Nous pourrions faire un tour en voiture ?» Elle ne répondit pas. Alors il la regarda fixement. Et soudain, il la prit dans ses bras et la baisa sur la bouche. Il se sentit enveloppé par le parfum et la fraîcheur des fleurs et se retourna aussitôt avec inquiétude, craignant d'avoir été vu. « Allons chez vous, » dit-il à voix basse. Et ils partirent d'un pas rapide. Faire l'amour, de Jean-Philippe Toussaint, lu par l'auteur. Je nageais lentement dans l'obscurité de la piscine, l'esprit apaisé, partageant mes regards entre la surface de l'eau que mes brasses lentes et silencieuses altéraient à peine, et le ciel immense dans la nuit, visible de toutes parts, par les multiples ouvertures de la baie vitrée, qui offrait au regard des perspectives illimitées. J'avais le sentiment de nager au cœur même de l'univers, parmi des galaxies presque palpables. Nu dans la nuit de l'univers, je tendais doucement les bras devant moi et glissais sans un bruit au fil de l'onde, sans un remous, comme dans un cours d'eau céleste, au cœur même de cette voie lactée qu'en Asie on appelle la rivière du ciel. De toutes parts, l'eau glissait sur mon corps, tiède et lourde, huileuse et sensuelle. Je laissais mes pensées suivre leur cours dans mon esprit, j'écartais l'eau en douceur devant moi, scindant l'onde en deux vagues distinctes, dont je regardais les prolongements scintillants de paillettes d'argent, s'éloigner en ondulant vers les bords du bassin. Je nageais comme en apesanteur dans le ciel, respirant doucement, laissant mes pensées se fondre dans l'harmonie de l'univers. J'avais fini par me déprendre de moi. Mes pensées procédaient de l'eau qui m'entourait, elles en étaient l'émanation, elles en avaient l'évidence et la fluidité. Elles s'écoulaient au gré du temps qui passe, et coulaient sans objet dans l'ivresse de leur simple écoulement, la grandeur de leur cours, comme des pulsations sanguines inconscientes, rythmées, douces et régulières. Et je pensais, mais c'est déjà trop dire, non, je ne pensais pas. Je faisais maintenant corps avec l'infini des pensées. J'étais moi-même le mouvement de la pensée. J'étais le cours du temps. Le gars, de Marina Tsvetaeva, lu par Anna Mouglalis. Il était une fois une jeune fille, nommée comme toutes les jeunes filles de chez nous, Maroussia, la plus belle de tout le village. À une veillée où elle vint filer avec les filles et sauter avec les gars, elle rencontra un jeune gars en chemise rouge, nouveau venu et jamais vu au village. Il la fit danser, elle seule entre toutes, et après la danse, la demanda en mariage. Ne sachant rien de son promis, sinon que sa chemise était rouge et qu'elle l'aimait, elle lui attacha, conseillée par sa mère, un fil à la ceinture et le suivit, dévidant la pelote, jusqu'à l'arrêt du fil. Le fil s'arrêta devant l'église. Montée sur l'échelle, adossée au mur, elle vit une telle horreur qu'elle tomba tout du haut, l'échelle sur elle et s'enfuit à toutes jambes. Interrogée par sa mère, qui paraissait en savoir long, elle ne dit rien. Le soir suivant, après la danse, juste au coup de minuit, le gars lui demanda si elle l'avait suivi et vu. Maroussia nia. Le gars lui promit pour cette nuit même la mort de son petit frère. Interrogée par sa mère, qui paraissait en savoir autant et plus, elle ne dit rien. Et cette nuit même, le petit frère mourut, étouffé. Le soir suivant, au même lieu, à la même heure, même question et même négation. Le gars lui promit pour cette nuit même la mort de sa mère. Interrogée par celle-ci, qui paraissait en savoir trop, Maroussia ne dit rien. Et cette nuit même, la vieille mourut, étranglée. Le soir suivant, juste avant le coup de minuit, supplication du gars de ne plus nier, de tout dire, de lui dire son fait en plein,
de le nommer par son nom pour se libérer de lui à tout jamais, qu'autrement il serait trop tard, qu'aujourd'hui c'était son tour. Mais il est déjà trop tard, et Maroussia, au coup de minuit, nie. Est-ce que tu m'aimes encore? Correspondance de Marina Tsvetaeva et Rainer Maria Rilke, lu par Noémie Lovski et Micha Lescaut. Rainer Maria Rilke à Marina Tsvetaeva. Poétesse, sens-tu à quel point tu t'es emparée de moi, toi et ton magnifique compagnon de lecture? Voici que j'écris comme toi, je descends les quelques marches menant de la phrase à l'entresol des parenthèses, où les plafonds sont si bas et où ça sent les roses anciennes qui ne cessent jamais. Marina, comme j'ai habité ta lettre, et quelle surprise quand le dé de tes mots, alors que déjà on avait proclamé le coup, tomba encore plus profond d'une marche, montrant le chiffre complémentaire, le définitif, souvent encore plus grand. Une force de la nature, ô cher, ce qui se tient derrière le cinquième élément, qui l'excite, le concentre. Et pour moi, ce fut à nouveau comme si, par ton entremise, la nature m'avait approuvé, tout un jardin en train de dire oui, autour d'une fontaine, de quoi d'autre, autour d'un cadran solaire. Comme tu pousses plus haut que moi et souffles au-dessus de moi, avec le haut flox de tes mots estivaux. Marina Tsvetaeva à Rainer Maria Rilke. Est-ce que tu me comprends dans mon mauvais allemand? Mon français écrit est plus fluide. C'est pourquoi je ne veux pas t'écrire en français. De toi à moi, rien ne doit couler. Voler, oui. Et sinon, plutôt buter et broncher. Sais-tu ce qui se passe pour moi avec tes poèmes? Au premier coup d'œil, éclair d'œil serait et sonnerait mieux. Si j'étais un Allemand, j'aurais fait cette retouche. L'éclair est tout de même plus rapide qu'un regard. Et un éclair d'œil est tout de même encore plus rapide qu'un simple éclair. 2 rapides en un, non? Donc, au premier coup d'œil, car je suis un étranger, je sais tout. Puis, la nuit, rien. Puis, Dieu que c'est clair. Et quand je veux le saisir, pas allégoriquement, presque avec la main, effacé. Plus rien que les lignes imprimées. Éclair sur éclair, éclair, nuit, éclair. Pour moi, c'est ça, te lire. Il faut que pour toi ce soit ça, t'écrire. Vivre l'histoire, entretien de Simone Veil par Antoinette Fouque. En juin 1940, très vite, mon père a eu très peur que Nice soit annexée. Et mon père a voulu que nous quittions Nice pour éviter de devenir italien. Et je pense que ça devait être vers le 15 ou 16 juin 1940. Nous avions des oncles et tantes qui avaient quitté Paris, qui s'étaient réfugiés à Toulouse. Et mes parents nous ont mis dans un train avec ma sœur aînée pour rejoindre ces oncles et tantes à Toulouse et échapper à une éventuelle annexion. Nous sommes partis. C'est comme ça que nous étions à côté de Toulouse le 18 juin 1940 et que j'ai souvenir d'avoir entendu l'appel du général à Toulouse. Ces oncles et tantes, eux, ont voulu partir pour l'Angleterre. Ils sont allés à Bordeaux pour essayer de s'embarquer. Et alors il y a eu une discussion entre ma sœur aînée et moi. Moi, l'idée, j'avais juste pas tout à fait 13 ans. Alors, l'idée de partir pour l'Angleterre m'enthousiasmait. Je disais à mes oncles et tantes de nous emmener. Ma sœur aînée me disait, tu es complètement folle, il faut rentrer à Nice, retrouver les parents. Bon, elle n'était pas très âgée non plus, elle n'avait juste 18 ans. Et on ne peut pas prendre une décision aussi importante. Et nous sommes, ces oncles et tantes sont repartis, nous sommes repartis pour Nice, puisqu'il s'avérait qu'au fond, cette crainte d'annexion n'était peut-être pas aussi justifiée qu'elle n'avait pas paru l'être. Et nous sommes repartis tous les 4. Et j'ai souvenir, tout d'un coup, que nous étions à Marseille, dans ces trains de cette époque, enfin, où tous les gens étaient devenus paniqués, fous, angoissés. Et que, comme ça, nous sommes tombés sur un moment qui, après nous avoir quittés, 2 jours après, s'est dit, mais j'ai laissé partir mes enfants, je risque d'être séparée de mes enfants. Et que nous sommes retrouvés là, un peu par hasard, et qu'il y avait eu une espèce d'angoisse qui s'était rencontrée de part et d'autre, entre elle, d'un côté, et nous, et qu'au fond...
Ce qui comptait, c'était d'être ensemble. Qu'il y avait là une espèce de folie d'avoir pris le risque d'être séparés. Une chambre à soi, de Virginia Woolf, lu par Maria Mauban. Toute cette opposition de sexe à sexe, de qualité à qualité, toute cette revendication de supériorité et cette imputation d'infériorité appartiennent à la phase des écoles primaires de l'existence humaine, phase où il y a des camps et où il est nécessaire pour un camp de battre l'autre et de la plus haute importance de monter sur l'estrade et de recevoir des mains du directeur lui-même une coupe hautement artistique. À mesure que les gens avancent vers la maturité, ils cessent de croire au camp et au directeur d'école et aux coupes hautement artistiques. Écrivez ce que vous désirez écrire. C'est tout ce qui importe. Et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours. Mais sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur, par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main, ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. Il est actuellement beaucoup plus important de savoir de quel argent de poche et de quelle chambre les femmes disposent que de bâtir des théories sur leurs aptitudes. Nous pouvons discourir sur la démocratie, mais à l'heure actuelle, un enfant pauvre en Angleterre n'a guère plus d'espoir que n'en avait le fils d'un esclave à Athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes œuvres. La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours été pauvres, et cela non seulement depuis 200 ans, mais depuis le commencement des temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle que les fils des esclaves athéniens. Les femmes n'ont donc pas eu la moindre chance de pouvoir écrire des poèmes. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur l'argent et sur une chambre à soi. L'inondation d'Evgueni Zamyatin, lu par Isabelle Huppert. Oui, c'est bien ça, prononça à voix haute Trofim Ivanitch. Qu'est-ce qu'il y a demanda Sofia. Tu ne fais pas d'enfant. Voilà ce qu'il y a. Sofia comprit aussi. Oui, c'était bien cela. Elle comprit que si elle ne faisait pas un enfant, Trofim Ivanitch la quitterait. Il se viderait d'elle imperceptiblement, goutte à goutte, comme l'eau s'échappant du tonneau desséché. Celui qui depuis longtemps se trouvait chez eux dans l'entrée et dont Trofim Ivanitch depuis longtemps devait refaire le cerclage, mais il ne trouvait jamais le temps. Cette nuit-là, ou plutôt vers le petit matin, la porte s'ouvrit toute grande, heurtant avec fracas le tonneau. Sofia sortit en courant de la maison. Elle savait que c'était la fin, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Sanglotant à grand bruit, elle courut vers le champ de Smolensk, où quelqu'un faisait craquer des allumettes dans le noir. Elle trébucha, tomba, ses mains s'aplatirent dans quelque chose d'humide, il fit jour. Elle vit que ses mains étaient pleines de sang. « Qu'est-ce que tu as à crier » demanda Trofim Ivanitch. Sofia se réveilla, mais le sang était bien là. C'était, comme à l'habitude, son sang de femme. Avant, il s'agissait simplement de ces jours où il lui était pénible de marcher, où elle avait froid aux jambes et se sentait sale. À présent, c'était comme si on la faisait passer en jugement, et chaque mois elle attendait le verdict. À l'approche de ces jours-là, elle ne dormait pas, elle avait peur. Et en même temps, elle avait hâte que cela arrive. Si cette fois, cela ne venait pas, si elle était... Mais rien ne se passait. Il y avait en elle une fosse vide. Elle l'avait remarqué à plusieurs reprises. La nuit, lorsque, tout honteuse, elle s'enhardissait à appeler à voix basse Trofim Ivanitch pour qu'il se tourne vers elle, il faisait semblant de dormir. Alors Sofia refaisait ce rêve, seule, dans le noir. Elle courait vers le champ de Smolensk, elle criait. Et au matin, ses lèvres étaient plus serrées encore qu'à l'habitude.